Bonjour, mon nom est Catherine et je suis atteinte de PhD. Le PhD, ou PhD, ou philosophie et docteur, comme on l'appelle parfois, c'est quelque chose qui affecte de plus en plus de monde. Peut-être que vous en avez dans votre entourage, peut-être même que vous en souffrez vous-même. J'utilise le mot « souffrir » parce que, voyez-vous, c'est effectivement quelque chose qui peut amener son lot de souffrance. J'en sais quelque chose, ça fait 11 ans que j'ai officiellement le diagnostic, mais si je remonte à plus loin, ça fait même 15 ans là, que ça s'est installé. Alors, si vous voulez bien, dans les prochaines minutes, je vais vous proposer une sorte de guide à l'usage de l'entourage des PhD. Dans un premier temps, on va voir ensemble comment dealer avec ça, comment en fait ça s'attrape et comment être à l'affût des premiers signes, des symptômes précurseurs. Ensuite, on va voir les symptômes eux-mêmes, parce qu'il y a quand même des signes assez évidents de ça. Et enfin, on verra comment peut-être soulager un peu le PhD, parce que ça ne se guérit pas vraiment, mais on peut quand même amener une certaine amélioration à l'état des personnes affectées. Alors, allons-y avec les modes de propagation. D'abord, c'est important de savoir que le PhD, ce n'est pas une tare génétique. Ce n'est pas non plus héréditaire, même si des fois, pour diverses raisons, ça peut fatalement se retrouver dans la même famille, il n'y a pas vraiment encore d'incidence qui a été démontrée. Non, en fait, le principal mode de contagion, c'est vraiment par contact direct avec d'autres personnes infectées. Le lieu principal de ça, le campus universitaire. L'université, foyer de propagation depuis 1500 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'université? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va attraper le PhD. Ce n'est pas automatique comme ça. On peut traverser très bien un certain nombre de temps avec des contacts prolongés avec des gens atteints de PhD sans le développer soi-même. Je vous dirais que l'indice auquel il faut le plus faire attention, c'est la maîtrise. Si quelqu'un dans votre entourage fait une maîtrise, soyez vraiment, vraiment, vraiment attentif. C'est le symptôme numéro 1 qui pourrait malheureusement déboucher sur autre chose. Prenez-moi par exemple, à 24 ans, à un moment donné, je me suis remise d'une maîtrise. Là, c'était formidable. Mon entourage avait enfin repris espoir de me voir sortir, recommencer à voir du monde et même travailler. Mais je ne me suis pas aidée, voyez-vous, parce que, j'ai continué de quand même fréquenter ce lieu de contact et de fréquenter des gens atteints. Puis, après quelques temps, il a fallu que je me rende à l'évidence puis que je l'avoue à mon entourage, j'avais contracté le PhD. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, une fois qu'on est infecté, il y a des gens qui s'en remettent spontanément. Ça, c'est une bonne nouvelle. À peu près, je vous dirais, de 60 à 70% des gens atteints de PhD vont connaître une rémission spontanée dans les premiers mois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir. C'est pour les 30 à 40% autres que ça va se compliquer. Eux vont vraiment connaître toutes les phases. Excusez, ça me rend toujours très émotive parce que c'est quand même encore douloureux. Il y a des gens qui ne s'en remettent pas du tout. Ils deviennent même des agents actifs de propagation de PhD. Leur nom scientifique? Professeur. Méfiez-vous. Alors, quels sont les principaux symptômes? Comment on reconnaît un PhD quand on en a un en face de soi s'il ne vous en informe pas lui-même? Alors, le premier symptôme qui va s'installer très, très rapidement dans les toutes premières phases de l'affection, c'est la recherchose. La recherchose, c'est une espèce de compulsion à accumuler une somme incroyable de documentation, d'informations, de données, de savoir sur des choses qui vont être jugées à peu près inutiles à la vie de tous les jours. Bon, mais ça, le PhD ne s'en rend pas compte, ça fait aussi partie du symptôme, alors il va foncer tout simplement dans cette accumulation-là constante. Il va finir par s'isoler pour toujours accumuler davantage, parce que, ça c'est intéressant, ça s'apparente un petit peu à une manie, ça se nourrit de soi-même. Plus le PhD recherche, plus il veut rechercher et a l'impression d'en avoir toujours besoin davantage. Donc il y a comme un aspect de dépendance qui va s'installer. Et nécessairement d'isolement aussi. Si la recherchose n'est pas prise à temps, on va voir assez rapidement apparaître le deuxième symptôme, la méthodologite. La méthodologite, c'est que face à toute cette accumulation-là de connaissances et de données, le PhD va ressentir un impérieux besoin de tout analyser, classer, classifier, faire des fiches. Et souvent d'administrer des méthodes qui sont franchement ésotériques et connues d'à peu près lui-même, et peut-être quelques autres personnes atteintes de la même variété de PhD que lui.
Alors là, ça va encore déboucher sur beaucoup de solitude parce que pour mener à bien toutes ces cogitations intenses, le PhD va s'isoler. Et ça aussi, ça fait partie des... On pourrait dire, c'est pas un symptôme en soi, mais c'est quand même un élément, un indice qui va s'installer en périphérie de la méthodologite. Et naturellement, ça va constituer une sorte de frein à la communication saine, hein, parce que, voyez-vous, le PhD va être convaincu que tout ce qu'il a accumulé dans sa rechercheuse et dans ses phases aiguës de méthodologite, c'est passionnant, alors il veut en parler, mais c'est difficile pour les autres de comprendre ce dont il parle. D'ailleurs, ça m'amène au troisième symptôme, qui est, selon moi, le pire. OK? L'érudisme. L'érudisme. Écoutez, l'érudisme, ça se caractérise par une enflure verbale. Une enflure verbale qui va être à la fois à l'oral et à l'écrit. Une enflure aussi qui va se manifester de façon quantitative. Quantitative parce que le PhD, ou celui qui est en phase aiguë d'érudisme, va se mettre à parler, puis à parler de son sujet. Et de temps en temps, va rentrer dans des phases de mutisme aussi. Alors là, il va s'enfermer, il va vivre beaucoup de procrastination, va se remettre en question, jusqu'à la prochaine fois où il va redébouler avec ces choses. Donc, quantitatif, une enflure vraiment manifeste, mais aussi qualitative. Et là, je me dois de vous avertir, la prochaine image pourrait choquer. Okay? S'il y a des personnes qui sont sensibles, je vous invite à détourner les yeux. Et par respect, je ne prononcerai pas directement les mots que vous allez voir, parce que il faut le dire, l'érudisme, ça ressemble un petit peu à un syndrome, comment dire? Ah oui, le syndrome de Gilles de la Tourette. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ça, c'est quand quelqu'un ne peut pas s'empêcher de dire des gros mots, des jurons. C'est complètement involontaire et ça se fait dans des lieux et des circonstances franchement inappropriées. Alors, ici, on a affaire un petit peu à ça avec l'érudisme en phase aiguë. Le PhD va proférer des gros mots, mais d'une nature assez particulière. Alors, vous êtes prêts? Bon, je sais que c'est violent, je suis désolée. C'est pour que vous compreniez à quel point on est rendu loin dans la maladie quand le PhD se met à utiliser ces mots-là de façon aussi courante que s'il parlait de brosse à dents ou de bicyclette. Hein, ça devient des mots d'usage ordinaire. Alors là, vous êtes vraiment en face de quelqu'un qui a une atteinte neurologique poussée. Il faut faire vraiment très attention pour le récupérer. Cet usage-là de violence verbale va faire en sorte que chez l'entourage, on va observer un phénomène curieux parce que, voyez-vous, avec l'érudisme, c'est le PhD qui développe peut-être cette enflure verbale, mais c'est son entourage qui va développer l'irritation. Et ça va mener encore là à une aggravation de cet isolement et de l'incompréhension. On va avoir vraiment un mur entre le PhD et son entourage, même, je vous dirais, les gens les plus proches de lui ou d'elle. Et il faut faire attention précisément parce que c'est une irritation. Vous savez, on a tendance, quand il y a irritation, à appliquer du froid. Hein? C'est spontané pour calmer une inflammation. On dit qu'il faut mettre une source de froid. Dans le cas d'un PhD, c'est le contraire. Si vous êtes tenté de mettre la relation sur la glace, c'est vrai que ça peut amener un soulagement pour l'entourage. Mais c'est la pire chose à faire pour le PhD lui-même. Je vous explique pourquoi. Les méthodes de soulagement. Bon, je vous ai dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je peux maintenant vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut comprendre que le PhD, quand il est dans sa phase, là, vraiment, c'est comme un tunnel. Hein? Il est dans sa rechercheuse et dans sa méthodologie, il vit des crises d'érudisme. C'est épouvantable, là. C'est dur à vivre, ça. Et pour ne pas le laisser tout seul dans cette espèce de brouillard-là qui va s'installer, c'est très important que l'entourage soit là, pour lui ou pour elle. C'est important que le PhD se donne une chance, oui. Hein, il faut, comme on dit en bon québécois, se botter les fesses et essayer de sortir un petit peu, si possible, pas avec d'autres PhD. Mais vous, comme entourage, vous pouvez aider quand même le PhD. Hein, invitez-le à sortir, à prendre un café, à prendre un verre, à aller au cinéma. Hein, c'est important de l'entourer d'amour, de l'entourer tout court. Il y a la zoothérapie aussi qui peut donner d'excellents résultats parce qu'en obligeant le PhD à, disons, descendre un peu de son enflure cérébrale pour s'occuper d'un petit être vivant, mais ça va l'aider à garder ses deux pieds bien au sol, hein, à se grounder, là, comme on dit en anglais. Et il faut dire aussi que certains animaux constituent une barrière physique franchement appréciable entre le PhD et ses travaux.
Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en quelque part, PhD ou non PhD, je pense qu'on a tous quelque chose à amener à la société. Hein? Ce qui va faire la différence entre un PhD heureux ou un PhD malheureux, un PhD qui contribue ou un PhD qui dépérit, c'est vraiment l'entourage. Parce que le PhD laissé à lui-même, il va tout le temps s'enfoncer davantage. Ah, c'est très lourd tout ça, la recherchose, l'érudisme, ça pèse sur ses épaules. Il peut finir tout simplement par être écrasé par tout ça, puis connaître une sorte d'isolement aggravé. Un PhD heureux, par contre, qui est bien entouré, qui est bien récupéré par son entourage, va être capable de faire circuler les idées qu'il a accumulées. Hein? Ça va faire en sorte que les connaissances si durement acquises vont servir à quelque chose finalement et vont contribuer à la société. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des PhD qui ont eu de grandes réalisations, que ce soit en astrophysique, en linguistique, en chimie, même en musique. Il y en a dans tous les domaines, hein, des PhD, attention. Donc, ces gens-là peuvent être très contributifs, peuvent vraiment être contributifs à la société. Mais pour ça, ça prend l'entourage. Et moi, je suis persuadée que derrière chaque PhD qui a réussi à s'épanouir, qui a réussi à sortir comme ça, il y a eu au moins une personne à un moment donné, à quelque part dans son processus, qui l'a pris comme ça là, par les épaules, là, qui l'a regardé vraiment dans les yeux, qui lui a dit « Écoute, c'est important ce que tu fais. Je crois en toi, puis je t'aime. » Donc, à toutes ces personnes-là, en mon nom personnel, mais aussi au nom de tous les PhD, je veux vous dire merci. Et à tous ceux qui auront à croiser un PhD un jour, je vous souhaite d'emprunter cette direction-là avec lui pour le meilleur de la société. Merci.